Nous sommes en 2025, bonne année au fait. Et votre vieux Mac commence à montrer des signes de faiblesse. Le moment est donc venu de lui trouver un remplaçant, mais vous vous sentez complètement perdu face à l'immensité du catalogue d'Apple. Eh bien pas de doute, cette vidéo est faite pour vous. Voici en effet un guide complet pour savoir quel Mac choisir en 2025. La première difficulté va être de choisir le type de machine le plus adapté à vos besoins, et donc de déterminer s'il vous faut un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Et là finalement tout est une question de logique. Si vous cherchez une machine capable de vous accompagner partout, il vous faudra bien entendu un Mac portable. Au contraire, si vous êtes plutôt à la recherche d'un ordinateur sédentaire ou même d'une bécane à partager avec toute la famille, il vous faudra un Mac fixe. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez absolument aucune différence en termes de puissance. Les puces Apple Silicon sont les mêmes partout. Et en prime, elles sont aussi très endurantes, ce qui permet au Mac portable de tenir vraiment longtemps. Par exemple, vous pouvez travailler toute une journée sur votre MacBook Air en extérieur sans avoir besoin de le recharger une seule fois. La question du coût, en revanche, est importante. Les Mac portables sont traditionnellement plus chers que les Mac fixes. Le Mac mini par exemple est l'ordinateur fixe le moins cher au catalogue d'Apple et il coûte seulement 699 €. Oui, et le MacBook Air à configuration équivalente monte à 1299 €, soit presque le double. Cela étant, le Mac mini ne se suffit pas à lui-même. Vous aurez besoin d'accessoires pour pouvoir l'exploiter pleinement. Et donc d'un écran, d'un clavier et d'une souris. Les accessoires Apple, comme chacun le sait, sont assez chers. Comptez 229 € pour le Magic Keyboard avec pavé numérique ou 119 € pour la Magic Mouse. Le Studio Display, de son côté, se négocie à partir de 1749 €. Cela étant, vous avez plein de marques moins chères, comme Logitech par exemple, qui font d'excellents périphériques. Et côté écran, vous avez l'embarras du choix, avec parfois des prix très bas. On y voit un petit peu plus clair, mais avant de poursuivre, nous allons parler de bonnes résolutions, car qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle résolution. Et justement, pour bien démarrer, je vous propose d'installer Clean My Mac pour donner un nouveau souffle à votre Mac. Ce nom, vous le connaissez forcément. Clean My Mac fait partie des incontournables sur Mac, et encore plus avec l'arrivée de la nouvelle version. Concrètement donc, avec Clean My Mac, vous allez pouvoir supprimer tous les fichiers inutiles qui prennent beaucoup trop de place sur votre disque dur, mais aussi optimiser les performances de votre machine. Mieux encore, l'application vous permettra même de détecter les éventuelles menaces planant sur votre Mac, et tout ça en quelques clics. Vous pouvez en effet lancer une analyse complète ou exécuter chaque module individuellement en allant les chercher dans la barre latérale. C'est génial, mais la solution intègre aussi un tout nouvel assistant qui vous donnera de précieuses informations sur l'état général de votre Mac. Et s'il détecte un problème, il vous indiquera clairement ce que vous devez faire pour le régler. Bref, Clean My Mac était déjà un incontournable en 2024 et il est encore en 2025. Si vous voulez le tester, c'est tout à fait possible, il suffit de suivre le lien en description. Il vous donnera à une version test de 7 jours. Et en prime, vous aurez aussi 20% de réduction avec le code FRED20. Si vous avez fait le choix de vous tourner vers un Mac fixe, alors vous allez avoir le choix entre 4 options. Le Mac mini, l'iMac, le Mac Studio et le Mac Pro, avec des prix allant de 699 à plus de 10 000 €. Alors oui, il y a le choix, c'est vrai, mais ces produits se répartissent finalement en deux gammes distinctes. La gamme grand public va regrouper le Mac mini et l'iMac. La gamme Pro, de son côté, va regrouper le Mac Studio et le Mac Pro. Mais le mieux pour se décider consiste comme toujours à partir des usages. Le Mac mini est parfait pour la bureautique, la retouche photo ou même un peu de montage vidéo. Il a pour avantage d'offrir énormément de flexibilité puisqu'il peut se connecter à plusieurs écrans. L'iMac offre exactement les mêmes possibilités en termes d'usage, mais il est un peu plus limité. Il se cantonne en effet à une diagonale de 24 pouces et pour certains usages, ce n'est clairement pas suffisant. Son look en revanche est très sympa et il prend surtout moins de place qu'un ordinateur fixe classique, ce qui en fait un produit idéal pour un petit appart par exemple. Le Mac Studio enfin s'impose comme un Mac mini survitaminé. Il est fort en tout. Il est même idéal pour la 3D par exemple ou encore le montage vidéo avancé, je dis bien avancé. Il se destine en revanche à des utilisateurs ayant de très gros besoins en termes de puissance et donc aux professionnels de l'image ou de la création dans son ensemble. Et le Mac Pro alors ? Il n'a pas plus de puissance que le Mac Studio. En réalité, il propose exactement la même configuration que le modèle haut de gamme, et son seul atout réside finalement dans son évolutivité. Il accepte en effet des cartes PCI Express avec un maximum de 7 emplacements au total. Vous pourrez donc ajouter des cartes réseau, des cartes de stockage ou encore des cartes d'entrée et de sortie vidéo. Le Mac Pro visera par conséquent des usages plus spécifiques et propres, par exemple, aux serveurs ou aux régies. Alors très concrètement, si vous recherchez un Mac pas cher, polyvalent, flexible,
Le Mac Mini suffit amplement. Et ne vous fiez surtout pas à son nom, il est bien plus puissant que ce que l'on pourrait croire, et encore plus dans sa configuration M4 Pro qui suffira à 95% des gens. Le Mac Studio, lui, est vraiment réservé à des usages très gourmands, aux réalisateurs par exemple, aux pros de la 3D ou à ceux qui font des FX avec leur Mac. Quant à l'iMac, c'est un peu le choix de l'entre-deux. Et je pense que cette machine va surtout intéresser les personnes qui sont attentives à la décoration de leur intérieur et qui veulent une machine discrète et qui n'attire pas l'œil. Maintenant, clairement, avec un écran 24 pouces, vous serez limité en termes d'usage. Ça suffira pour de la bureautique, pour de la retouche photo, mais si vous commencez à faire du montage vidéo dessus, vous allez très vite vous sentir à l'étroit. Passons maintenant au Mac portable. Ici, il y a moins de choix et vous avez finalement deux options, le MacBook Air ou le MacBook Pro, avec deux cibles distinctes, le grand public pour le premier, le secteur professionnel pour le second. Et là encore, ces machines visent des usages très différents. Le MacBook Air est à la fois léger, endurant et accessible. Il est génial en bureautique et en retouche photo, mais il donne aussi accès au montage vidéo et il a en plus le mérite de se décliner en deux tailles. Une version 13 pouces pour ceux qui voyagent beaucoup et une version 15 pouces pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de confort. Pour moi, c'est la machine idéale pour un étudiant, un commercial ou même un indépendant grâce à sa très grosse autonomie. Son poids le rend aussi génial pour les déplacements, comptez seulement 1,24 kg pour le modèle 13 pouces. Attention cependant à ne pas l'enfermer dans un usage spécifique. Le MacBook Air peut aussi convenir à un usage semi-sédentaire. Il supporte ainsi deux écrans externes capot fermé. Par contre, ce n'est clairement pas le moment de l'acheter. Les nouveaux modèles seront présentés d'ici quelques semaines. Ils auront droit à la puce M4, une puce qui apporte beaucoup plus de puissance que la version précédente. Le MacBook Pro de son côté a pour lui la puissance, l'endurance, la solidité et la mobilité. Certes, il est plus lourd et plus encombrant que le MacBook Air, surtout dans sa version 16 pouces, mais c'est un véritable monstre de puissance. Il excelle dans tous les usages, y compris la 3D ou le montage vidéo avancé. Le MacBook Pro est donc la machine idéale pour les créateurs qui voyagent, les graphistes, les concepteurs d'interface ou même les réalisateurs qui ont besoin d'une machine puissante et polyvalente pour les accompagner sur leur tournage. Et bien sûr, il peut aussi convenir à un usage sédentaire. Mon MacBook Pro, par exemple, passe le plus clair de son temps branché à mon écran. En gros donc, si vous recherchez une machine légère, polyvalente, à emporter partout avec vous, le MacBook Air est le meilleur choix. Vous n'aurez pas plus léger, vous n'aurez pas moins encombrant et vous n'aurez surtout pas plus endurant. Vous n'aurez pas plus, ouais c'est bizarre, on est d'accord. Le MacBook Pro de son côté est vraiment à réserver aux usagers qui ont besoin d'énormément de puissance et qui en ont besoin partout. Et c'est vraiment une machine qui est géniale, à condition de choisir la bonne configuration. Une très bonne transition pour aborder ce qui sera sans doute le gros morceau de cette vidéo, l'étape de la configuration. Apple propose en effet plusieurs modèles pour chaque gamme, avec en prime des options permettant de personnaliser les configurations. Et forcément, ces dernières manquent parfois de lisibilité, encore plus lorsqu'on a une relative connaissance du milieu de l'informatique. Alors, le premier choix que vous allez devoir faire, c'est celui du processeur. À l'heure actuelle, Apple compte 4 gammes distinctes à son catalogue. Les puces M, M1, M2, M3, M4 se positionnent sur le segment grand public, mais cela ne les empêche pas de se montrer efficaces sur les tâches un peu plus lourdes. Elles conviennent à de la bureautique, à du développement, de la retouche photo ou même à du montage vidéo. Montage assez simple. Les puces M Pro et donc M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro, M4 Pro visent les utilisateurs un peu plus avertis. Elles sont capables des mêmes prouesses que les puces M, mais elles vont un petit peu plus loin en termes de performance et elles peuvent par exemple convenir à du montage vidéo complexe ou même à un petit peu de 3D. Les puces M Max s'adressent aux utilisateurs exigeants. Elles sont extrêmement performantes et elles conviennent à des montages vidéo très complexes, à de la 3D, à des FX et ainsi de suite. Et puis ensuite, nous avons les puces M Ultra qui viennent se positionner sur le haut du panier. Ce sont les plus puissantes et elles visent une cible très spécifique. Soit des gens qui travaillent sur de très gros projets, comme des films, des documentaires, ou encore des FX, mais là à un niveau studio. Alors jusque-là, c'est assez simple, on a 4 puces, 4 positionnements, mais actuellement, le catalogue d'Apple est un petit peu en transition. Les puces les plus récentes, ce sont les puces M4, mais on ne les trouve actuellement que sur les MacBook Pro, les iMac et le Mac Mini. Les MacBook Air actuels fonctionnent sur des puces M3, et donc des puces d'ancienne génération. Et c'est encore pire pour le Mac Studio qui tourne toujours sur des puces M2. Je vous recommande donc d'attendre le renouvellement de ces machines pour franchir le pas et les acheter. Un renouvellement qui devrait normalement survenir avant l'été. Passons maintenant à la RAM. La seule variable porte sur la quantité de mémoire vive. De base, tous les Macs sont livrés avec un minimum de 16 ou de 24 Go suivant les gammes. Alors c'est suffisant pour les usages de base, mais vous aurez besoin de monter un peu plus haut si vous avez des besoins plus gourmands. Là, je vous conseille d'opter pour des configurations à 32 Go pour de la création et même à 64 Go si vous versez dans la 3D, la virtualisation
actualisations et les très gros montages. Il sera en revanche inutile d'aller plus haut, sauf si vous comptez monter un film entier en multicam sur votre Mac, ou si vous avez vraiment des besoins très pointus. Alors nous avons fait le plus gros, mais il reste un dernier point à prendre en considération, un point très important. Le stockage. Apple s'est toujours montré pingre ici. Les Mac les moins chers se cantonnent donc à 256 Go de stockage. Alors cela peut suffire, c'est vrai, surtout si vous utilisez des SSD externes, mais attention tout de même car les futures mises à jour de macOS prendront aussi de la place. Je recommande donc de passer sur un minimum de 512 Go, voire de pousser au 1 Tera pour être tranquille et ne pas se sentir trop à l'étroit. Au-delà, il sera préférable de prendre le temps de la réflexion. Le stockage coûte très cher chez Apple et vous aurez peut-être intérêt à vous tourner vers un SSD externe par exemple. Histoire de vous donner un ordre d'idée, actuellement je travaille sur un MacBook Pro avec une puce M1 Max, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. Et finalement la seule chose qui me limite un peu, c'est le stockage. Parce que je travaille sur des gros projets et cette vidéo par exemple va peser plus de 200 Go sur mon disque dur. Ce qui fait que je suis obligé de passer par un SSD externe pour pouvoir assurer son montage et le stockage des rushs. Mais voilà, quand on voyage par exemple, c'est toujours embêtant d'avoir à penser à prendre son SSD externe. En vrai, la plupart du temps, je l'oublie. Donc si je devais changer de machine demain et partir sur un MacBook Pro, je partirais clairement sur une machine avec 1 Tera de stockage. Nous avons bien dégrossi jusque-là, mais il nous reste un dernier point à évoquer, les anciens modèles. Apple renouvelle en effet ses Macs tous les ans, parfois tous les 2 ans. Et si les nouveaux modèles sont inévitablement meilleurs que les anciens, ces derniers ne sont pas pour autant à jeter au rebut. J'en prends pour exemple mon MacBook Pro qui m'accompagne depuis plus de 3 ans maintenant et qui fonctionne toujours aussi bien. Donc oui, vous pouvez vous tourner vers d'anciens modèles, mais je vous recommande de ne pas aller trop loin non plus. Concrètement, évitez toutes les configurations à base de processeurs Intel. Elles ne valent absolument plus rien. Au minimum, je vous conseille donc de partir sur une puce M1 ou sur une puce M2. Et je conseille plutôt la puce M2 en vrai. Mais ça nous amène à une autre difficulté. Où acheter ces anciens modèles? Apple, clairement, ne les vend plus. Il faut donc se tourner vers d'autres enseignes. Et là, je vous recommande toujours d'être très prudent. Restez chez des enseignes qui ont pignon sur rue. Je pense à Boulanger, je pense à Amazon, je pense à Fnac, Darty. Mais quoi qu'il en soit, prenez toujours soin de bien examiner les garanties proposées. C'est hyper important. Voilà pour ce guide d'achat. À présent, vous devriez y voir un petit peu plus clair et il est même possible que vous ayez identifié la configuration la plus adaptée à vos attentes et à vos besoins. Le plus difficile finalement, c'est d'arriver à prendre assez de recul pour identifier ses besoins actuels, mais aussi ses besoins futurs. Et là, malheureusement, il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail. En tout cas, si vous avez des questions, des doutes, les commentaires sont là pour ça. Et je rappelle également que je fais entre 3 et 4 streams par semaine. Et là, on peut discuter de vive voix. C'est quand même beaucoup plus sympa et ça me permet aussi de répondre directement à vos questions sans avoir besoin de passer par la case commentaires. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch et à passer une tête quand j'organise un stream. Pour le reste, en tout cas, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.